Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir en studio Édith Lemay qui revient d'un périple d'une année fait en famille, en Afrique et en Asie. Avec son conjoint, elle voulait faire voir le monde à ses 4 jeunes enfants, dont 3 perdront la vue atteints de rétinite pigmentaire. Mais en première partie, je vais également m'entretenir avec Denise Trépanier, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, qui nous expliquera ce qu'est la rétinite pigmentaire. Bonjour Édith Lemay. Bonjour. Tout d'abord, merci parce que je sais que vous avez fait de nombreuses entrevues. Donc, d'avoir accepté la nôtre, ça nous fait plaisir de vous recevoir. C'est un grand plaisir d'être ici. Alors, au téléphone, j'ai Denise Trépanier. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à Vivement les femmes, toutes les deux. Merci. Je vais d'abord commencer avec vous, Denise. Vous êtes spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Donc, j'aimerais que vous nous dites ce qu'est la rétinite pigmentaire. OK. Alors, la rétinite pigmentaire, c'est une maladie, une pathologie qui consiste en une dégénérescence qui est rare et progressive de la rétine. Il faut savoir que la rétine, c'est une membrane transparente qui est sensible à la lumière qui se trouve au fond de l'œil. La rétinite pigmentaire, ça va causer une perte de vision qui peut être de modérée à sévère. Puis, c'est souvent aussi une pathologie qu'on appelle héréditaire. L'atteinte doit se faire au niveau de ce qu'on appelle c'est des termes un peu scientifiques, mais de cellules photoréceptrices, qu'on appelle aussi communément les bâtonnets. La maladie va faire que les bâtonnets vont se dégénérer progressivement. Puis les bâtonnets, dans le fond, faut savoir que ils sont responsables de la vision périphérique. La vision périphérique, dans le fond, c'est la vision qui nous permet de voir sur les côtés. Alors, de voir de droite à gauche, de haut en bas. Okay. Alors, ce qu'on appelle aussi les champs visuels. L'atteinte va se retrouver à ce niveau-là. Puis aussi, c'est que l'atteinte va se retrouver au niveau de la vision nocturne. Ça veut dire que la vision, quand l'éclairage va être diminué. Alors, ces atteintes-là sont comme, dans le fond, les plus caractéristiques. Puis c'est souvent, à ce moment-là, l'atteinte au niveau là, dans le fond, la réaction là, disons, des jeunes enfants, tout ça, par rapport à moins voir quand on est dans la pénombre ou quand l'éclairage n'est pas suffisant, ça va être un des premiers symptômes à ce moment-là qui peut dans le fond, nous alerter pour dire qu'il y a peut-être une certaine problématique visuelle. Okay. Et ça peut être à ce moment-là la raison de la consultation au niveau d'un ophtalmologiste. OK. Puis, dans le cas de Mme Lemay et son conjoint, les deux ne sont pas atteints, donc, mais c'est héréditaire. Les enfants ont hérité de... C'est ça. C'est sûr que moi, dans le fond, je prépare, dans le fond, c'est que toute la question, je pourrais dire un peu plus, dans le fond, médicale, c'est vraiment les ophtalmologistes qui ont plus les réponses, que je peux quand même lire, dans le fond, vous dire à travers les lectures un petit peu auxquelles nous, on se réfère, là. Entre autres, le manuel Merck, là, qui est une ressource médicale là, pour les professionnels et le grand public. À ce moment-là, c'est souvent une maladie qui est héréditaire. Il y a plus, c'est affecté plus chez les hommes que les femmes. Okay. Puis, ça peut être aussi transmis un peu plus aussi par la mère à ce moment-là. OK, d'accord. Donc, vous, Denise, vous êtes spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Donc, lorsque on a le diagnostic, qu'est-ce que vous apportez, vous, comme soutien dans un centre de réadaptation? C'est ça. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic est posé par l'ophtalmologiste. C'est qu'une fois que le diagnostic est posé, l'ophtalmologiste aussi va comme regarder, dans le fond, les impacts fonctionnels de la rétinite pigmentaire chez la personne. Okay. Puis constatant à ce moment-là que certains impacts va faire une référence au centre de réadaptation en déficience visuelle.
Puis la première étape quand les jeunes ou les adultes vont dans le fond, va s'inscrire à notre centre, ça va être à ce moment-là d'avoir une évaluation de la vision, mais qui est faite par un optométriste spécialisé en basse vision. OK. Cette évaluation-là est quand même importante parce que, comme je vous disais tantôt, c'est que vu que les champs, il y a une atteinte au niveau des champs visuels de la périphérie, l'optométriste en basse vision va être en mesure à ce moment-là de vérifier qu'est-ce qu'il y en est, de prendre vraiment des mesures au niveau des champs visuels, va pouvoir prendre des mesures aussi au niveau de la vision au loin et de la vision au près. OK. Puis dans le centre de réadaptation, vous suivez la personne tout le long? Comment que ça fonctionne? Ça fonctionne ce qu'on appelle comme des épisodes de service. Ça veut dire que quand la personne est puis avec différents spécialistes, je pourrais peut-être vous donner un peu la liste, ça va un peu vous éclairer. Fait que l'optométriste, comme je disais, en premier lieu. Par la suite, dans le fond, il peut avoir aussi une travailleuse sociale qui peut être impliquée pour faire une évaluation avec les parents, le jeune, des besoins de la famille, de ce que la famille observe, dans le fond, et le jeune, comme les impacts dans le fond, de son problème visuel sur ses activités de la vie quotidienne. Oui. Puis dans le fond, comme discipline qui est très importante aussi, c'est la question des déplacements. Parce que quand on perd, en fond, la vision des périphériques, ça veut dire que notre vision se retrouve un peu comme en tunnel, on pourrait dire. Oui. Puis, ça fait qu'au niveau des déplacements, ça peut être, il peut y avoir une évaluation d'un spécialiste en orientation mobilité qui va pouvoir à ce moment-là évaluer puis proposer des stratégies aux jeunes puis aux parents pour que les déplacements soient faits de façon sécuritaire. Fait que ça, c'est quand même, je vous dis, l'optométriste, le spécialiste en orientation mobilité. Moi, mon rôle comme spécialiste en réadaptation à déficience visuelle, c'est plus l'aspect de la communication, la lecture, l'écriture et aussi les activités de la vie quotidienne. Alors, on va regarder pour le jeune si la taille, dans le fond, s'il est capable de lire les informations comme elles sont présentées à l'école. Si jamais que c'est pas le cas, on va pouvoir proposer que des agrandissements qui soient faits. Des fois, à ce moment-là aussi, peut-être que l'ordinateur soit utilisé, un iPad ou des trucs comme ça. Mais on va vraiment y aller en fonction du besoin du jeune puis comment qu'il est en mesure de faire sa lecture, son écriture, parce que c'est sûr que sa vision centrale qui permet souvent la lecture et l'écriture, elle est souvent quand même assez fonctionnelle. Ça veut dire que mais on est quand même vigilant par rapport à observer si ça convient toujours pour lui, pour qu'à ce moment-là, ses études se déroulent quand même sans avoir nécessairement une fatigue visuelle. Oui, je comprends. Puis, alors, la dernière question que j'ai pour vous, maintenant, vous savez que Édith Lemay est en studio. Que pensez-vous de cette initiative-là du couple Pelletier-Lemay? C'est sûr que nous, on encourage beaucoup les parents par rapport, surtout avec un diagnostic, disons, de quelque chose d'une pathologie dégénérative, que l'enfant puisse vraiment vivre des expériences qui vont lui faire connaître toutes sortes d'environnements, les couleurs, les grandeurs, dans le fond, les distances, parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, quand on perd de la vision, on a moins ces notions-là. Fait que tout ce que les jeunes vont comme accumuler comme connaissances par rapport à ça, ça va tout être des choses aidantes après dans sa vie quotidienne, puis aussi dans tout ce qu'il va faire de réalisation de sa participation sociale, que ce soit dans ses études, que ce soit dans son travail. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est comme vraiment qu'on va encourager, puis c'est un bel exemple, là, dans le fond, je pense, pour les parents. Puis comme je vous dis, ça fait au quotidien aussi, les parents, quand même, peuvent des fois faire des choses justement pour vraiment encourager l'enfant à vivre des expériences variées. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très positif là, par rapport à aborder, dans le fond, l'aspect de la pathologie dégénérative. Là. OK. Écoutez, Denise Trépanier, spécialiste en réadaptation déficience visuelle, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc, ça nous éclaire beaucoup plus. Alors, OK, ça m'a fait plaisir. Voilà, je vous laisse partir et je continue avec Madame Lemay. Merci, bonne journée. Merci. Je poursuis ma discussion avec Édith Lemay, maman voyageuse.
Donc, Édith, vous avez fait de nombreuses entrevues. On vous a vu, on a écouté votre histoire, mais je crois qu'il y a encore des auditeurs et auditrices qui peut-être ne vous ont pas connus à travers les médias. Donc, en première question, j'aimerais ça que vous puissiez nous décrire votre famille. Bien, on est une famille de 6. Mm-hmm. Alors, il y a moi et Sébastien. On a eu 4 enfants. Oui. La plus vieille s'appelle Mia. Elle a 12 ans. Oui. Il y a Léo qui a 10 ans. Colin qui a 7 ans. Et le petit dernier, c'est Laurent. Il a 5 ans. Mm-hmm. Oui. Puis dans cette famille-là, il y a 3 de mes enfants qui ont eu un diagnostic de rétinite pigmentaire. Donc, Mia, Colin et Laurent, Oui. ils ont eu le diagnostic. Oui. C'est ce que Denise Trépanier nous expliquait un petit peu, ce qu'était cette pathologie-là. Puis maintenant, avec ça, vous avez décidé de faire un peu le tour du monde, si on peut dire ça de cette façon, mais en tout cas de plusieurs pays. Comment que c'est arrivé dans votre famille d'avoir cette idée-là? Mais quand on a eu le diagnostic, une des choses qu'on trouvait vraiment difficile, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Oui. C'est un peu cette espèce de sentiment d'impuissance Mm-hmm. où on te donne le diagnostic puis on dit, ben voilà, vos enfants vont perdre la vue, on se revoit dans un an, il n'y a rien qu'on peut faire. Oui. Fait que, tu sais, j'avais vraiment besoin, tu sais, d'être dans l'action. Mm-hmm. Puis une des choses qu'on cherchait à faire, c'est de trouver des outils pour les aider à se préparer au futur. Mon premier réflexe a été de dire, j'aimerais ça qu'elle apprenne le braille. Tu sais, même si sa vision est encore très bonne, j'ai dit, j'aimerais ça qu'elle commence à apprendre le braille pour qu'elle ait un outil plus tard. Puis c'est en rencontrant les spécialistes, c'est un petit peu compliqué d'avoir de l'aide à l'école vu qu'elle n'était pas encore, sa vision est encore très bonne. Mm-hmm. Puis elle a dit une phrase, elle a dit, en ce moment, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de remplir leur mémoire visuelle. Mm-hmm. Puis elle me disait, je me rappelle, elle a dit, tu sais, c'est possible de regarder dans des livres des images de girafes ou d'éléphants, par exemple, pour que plus tard, quand ils vont perdre la vue, mais ils aient des images, qu'ils sachent à quoi ça ressemble. Puis ça a été un peu le point de départ, ça, de dire, OK, tu sais, des girafes, des éléphants, c'est beau dans des livres, mais on va aller les voir en vrai. En vrai, Fait que ça a été un peu le début du projet, puis de là, de se dire, tant qu'à faire un gros voyage, d'aller en Afrique, voir les animaux, on s'est dit, on va y aller à plein. On va vraiment aller remplir leur mémoire visuelle du plus de beau possible. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir 1 an puis de faire ce grand voyage. Oui. Puis au moment où vous avez appris le diagnostic, est-ce que vous avez eu comme un sentiment d'urgence pour préparer votre voyage ou il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés? En fait, il y a à peu près 3 ans qui se sont écoulés là, entre le diagnostic et le moment où on a décidé de partir. Mm-hmm. Oui. Puis la pandémie, je pense, a retardé le tout. Oui, aussi, c'est ça. La pandémie a retardé le projet. On devait partir en juillet 2020. Fait qu'évidemment, ça, c'est pas arrivé. Donc, pendant presque 2 ans, il a fallu retarder le projet, replanifier le projet. Mm-hmm. Puis, on a fini par partir en mars 2023. OK. 2022. OK. Puis votre mari, tout de suite, c'est Sébastien, donc tout de suite, il a été en accord avec ce projet-là. Vous avez décidé, la décision, vous allez prendre à 2 la décision. Oui, bien c'est clair que les 2, tu sais, on était déjà des grands voyageurs avant, on avait déjà voyagé avec les enfants. Fait que, tu sais, de voyager avec nos enfants, ça, c'était quelque chose qu'on faisait déjà. Mm-hmm. Tu sais, l'idée de partir 1 an, on avait eu des connaissances qui avaient fait ce projet-là, puis quand on en avait déjà parlé, on s'était dit à ce moment-là, mais tu sais, c'est quelque chose qui serait le fun à faire. Fait que déjà, on savait que c'est quelque chose qu'on aurait aimé faire, mais entre le moment où tu dis, c'est un beau projet, puis le diagnostic est venu cristalliser ça, à dire, OK, mais non, mais vraiment, maintenant, il faut le faire. C'est un peu la petite poussée pour te mettre en action, en fait. Oui. Et un voyage comme ça, Édith, 1 an, comment que ça se prépare en amont? En fait, avant la pandémie, on avait vraiment tout préparé, un itinéraire. C'est sûr qu'il y a tout l'aspect financier qu'il faut déjà évaluer puis mettre l'argent de côté, réussir à faire un budget. Après ça, il y a tout l'aspect itinéraire. Mm-hmm. Puis ça, on l'avait tout bien préparé avant la pandémie. Puis là, la pandémie est arrivée puis elle a mis un gros coup de hache dans cet itinéraire-là. Parce que quand on change le moment du départ, l'itinéraire va changer à cause des saisons. Ou si on devait aller en Russie, en Chine, c'est plus accessible au moment où on voulait partir.
Fait que finalement, durant la pandémie, on a replanifié ce voyage-là des dizaines de fois pour finalement, à la fin, de dire, ben là, on a une fenêtre où on peut partir. Oui. On est parti, mais sans itinéraire. On a dit, on ne le sait pas parce qu'au moment où on est parti, la pandémie, il y avait encore beaucoup de restrictions dans les pays, puis c'était surtout très changeant. C'est vrai. Il y a des pays qui refermaient, il y a des pays qui rouvraient, les conditions d'entrée changeaient. Donc, on s'est dit, ben, on va juste pas faire de plan. On va choisir un pays où c'est accessible. Puis dans ce temps-là, le sud de l'Afrique était quand même assez ouvert. Alors, on a dit, ben, voilà où on part. Puis de là, on ne sait pas combien de temps on va partir parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir faire un an. On s'est dit, ben, avec les vagues de pandémie à ce moment-là qui revenaient, ben, on est parti comme ça en se disant, ben, on va planifier un mois à la fois. Puis, ben, c'est ce qu'on a fait. Alors, on est parti sans itinéraire, en fait. Alors, tout le beau plan a été mis de côté. Exactement. Et puis, vous êtes parti, puis arrivé dans le pays, bon, le temps de vous acclimater, etc. Et là, on recommençait à faire le plan pour la prochaine destination. Exactement. Dans chaque destination, en fait, c'est surtout Sébastien. Là, c'est Sébastien qui est le grand planificateur de ce beau voyage-là. Commençait à planifier la destination suivante. Oui. Donc, à peu près un mois d'avance qu'on avait planifié. Okay. Mais pour faire ça, tous les deux, vous aviez un peu d'aventure dans votre ADN quand même. Hein? C'est ça avant. Surtout de ne pas planifier le prochain parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Mais vous, c'était correct avec les enfants aussi de découvrir finalement la prochaine destination. Oui, en fait, ben, c'est toujours de trouver l'équilibre entre les besoins de liberté parce que de voyager dans cet itinéraire, ça offre une magnifique liberté. Oui. Puis, c'est ça, de trouver ce point d'équilibre-là entre la liberté puis pas être prise au dépourvu non plus. C'est ça, oui. Mais je pense que moi et Sébastien, on est vraiment plus du côté de l'aventure que de la routine. On a plus de difficultés à vivre dans la routine que de partir à l'aventure. Ah, ben c'est bien. Et alors, Sébastien, c'est celui aussi, le grand argentier qui finançait, qui faisait le suivi, le comptable du budget et tout. Mais quelle était votre situation professionnelle qui vous a permis de partir un an? Est-ce que vous étiez à vos comptes? Comment ça s'est passé? Non, ben en fait, moi, j'avais perdu mon emploi avec la pandémie. OK. Donc, tu sais, comme je pensais partir, pendant toute la pandémie, je me dis, ben ça va finir dans 3 mois, cette affaire-là. Donc, je reprenais que des contrats. Puis là, de contrat en contrat. Donc, quand le moment de partir est arrivé, ben j'ai juste pas renouvelé mon contrat. OK, je comprends. Puis Sébastien, il a quitté son emploi là, pour partir en voyage. Pour partir en voyage, OK. Puis, alors, ce voyage-là, vous n'avez pas eu recours, vous n'avez pas pensé à faire une collecte de fonds, vous avez pris vos fonds propres? On avait économisé de l'argent, mais la vie nous a donné un super beau cadeau. Oui. Pas longtemps avant de partir, la compagnie pour laquelle Sébastien travaillait, il y avait des parts dans cette compagnie-là, puis elle a été achetée par une plus grosse compagnie. OK. Nous, ça nous a donné une belle petite entrée d'argent. C'était vraiment pour nous comme un signe, un signe de la vie qui dit, ben gars, voilà, allez réaliser votre projet. Fait que c'est pour ça que on n'avait pas besoin d'avoir recours à du financement participatif. Là. Vraiment, on a réussi à financer complètement le voyage avant le départ, là, ce qui nous a offert une belle paix d'esprit. Là. Bien sûr, un beau geste de la vie là, de pouvoir se permettre ça. Ensuite, lorsque vous avez maintenant décidé de partir, votre entourage, les parents, grands-parents, est-ce que tout le monde était pour ou bien il y en avait qui étaient inquiets quand même? Bien, pas inquiet. Je pense que les grands-parents étaient surtout un peu tristes que les petits-enfants partent aussi longtemps. Là. Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient s'ennuyer. C'est sûr qu'il y a toujours un peu d'inquiétude pour les gens qui nous voient partir, mais en même temps, je pense que tout le monde comprenait les raisons pour lesquelles on faisait ce voyage-là. Fait qu'on a eu beaucoup d'appui. Il n'y a personne qui nous a dit... c'est sûr que les gens pensaient qu'on était un peu fous de partir. Surtout à cette période de pandémie. Puis partir, commencer le voyage en allant faire du camping en Afrique avec 4 enfants. C'était un peu... Mais non, il n'y a personne qui nous a dit « faites pas ça ». C'est ça, exactement. Puis les enfants, ils étaient tous d'accord, hein, j'en doute pas. Oui, c'est sûr que les enfants étaient super contents. En même temps, les plus petits, pour eux, je pense pas qu'ils réalisaient l'ampleur de ce voyage-là. Puis les plus grands, ça faisait 2 ans qu'on leur disait « ben on part ». Fait que là, pour eux, c'était vraiment « bon, enfin, on le fait ça. On peut enfin partir ».
toujours en compagnie d'Édith Lemay, maman voyageuse. Donc, Édith, je sais qu'on vous l'a demandé à maintes reprises, mais j'ose encore vous poser la question. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a marqué durant ce long séjour à l'extérieur? Bien, tu sais, quand on finit un voyage comme ça, il y a tellement de souvenirs. Oui. Il y en a beaucoup. C'est vraiment difficile de choisir. Mm-hmm. Je dirais qu'un des pays qui m'a vraiment marqué, c'est le Népal. OK. Oui, vraiment, le Népal, c'est un pays qui n'était pas dans notre itinéraire initial. En fait, on a décidé, pas tellement longtemps avant d'y aller, là, vers la fin du voyage, on a décidé qu'on voulait faire un trek de plusieurs jours. Donc, on a mis le Népal sur la carte. Puis on est arrivé là un peu sans... En tout cas, de mon côté, sans préparation. Je n'avais pas regardé, j'avais peu de connaissances sur le pays. Puis ça a été extraordinaire comme pays. Les gens ont été... Tu sais, le contact avec les gens a été très spécial. Les paysages sont spectaculaires. Puis la nourriture était bonne aussi. Donc, c'est un gros plus. Fait qu'on a beaucoup... Moi, j'ai beaucoup aimé le Népal. Oui, c'est ça. Puis, et Sébastien, est-ce que... Il y a quelque chose qui lui a particulièrement... Bien, lui, ce pays-là aussi. Le Népal aussi. Le Népal aussi, mais il a aussi beaucoup aimé... Je sais qu'il a beaucoup aimé le Laos. Le Laos aussi. Okay, Puis ce qu'on se rend compte, beaucoup, nous, nos préférences vont beaucoup aller en fonction des gens qu'on rencontre. C'est vrai. Fait que les gens font une grosse différence dans l'appréciation d'un pays. Fait que, tu sais, un pays magnifique, des fois, si le contact avec les gens est moins fort, bien, souvent, on va préférer un pays où le contact a été plus fort. Ah oui. Puis, est-ce que il y a eu des difficultés pendant cette période-là? Des difficultés soit au niveau logistique ou au niveau juste des rencontres? Est-ce qu'il y a certaines difficultés? Bien, il n'y a pas eu de gros obstacles. Donc, il n'y a rien arrivé de grave. Il n'y a pas eu de moments difficiles pendant le voyage. En même temps, un voyage, tu avais 4 enfants, c'est un peu comme une montagne russe. Il y a des moments extraordinaires, il y a des moments très difficiles. C'est beaucoup la fatigue, un peu d'être avec les enfants 24/7. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Fait que par moment, faut apprendre à se respecter là-dedans, puis à prendre des pauses pendant le voyage. Mais sinon, il n'y a pas eu de grosses mésaventures. Un million de petites aventures, mais pas de grosses mésaventures. Puis, alors, toutes les activités étaient pensées aussi autour des enfants, donc des activités que toute la famille pouvait réaliser lorsque vous les choisissez? Oui, parce qu'on était toujours... Mais en fait, c'est qu'on ne pouvait pas en laisser un derrière. Exactement, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais aussi, souvent, ce qui était amusant pour Laurent, c'est que les règles sont un peu différentes dans certains pays, avec des activités qu'ici, il ne pourrait jamais faire, comme le fait du parapente, par exemple. Ici, bien, ce serait impensable qu'un enfant puisse faire ce genre d'activité-là. Puis, les règles ne sont pas toujours pareilles. Donc, lui, il pouvait faire comme les grands. Fait qu'il a pu faire plein d'activités extraordinaires. Oui. Puis, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu envie de rentrer, où c'était trop, ou sinon vous étiez toujours prête à découvrir un autre pays? On ne s'est jamais rendu au moment où on voulait rentrer puis ça ne fonctionnait pas. Mais il y a eu des moments où le niveau d'énergie était bas, où on était tanné. Souvent, les parents et les enfants sont dans ce même mood-là. Puis ça fait que les enfants écoutent moins, se chicanent plus. Ça fait que c'est plus difficile pour les parents. Mais à chaque fois, ben c'est ça, on réussit à prendre des pauses. Mais en fait, c'est que quand on planifie, disons, dans un itinéraire des pauses, c'est comme de dire, OK, on va... En fait, c'est une pause en voyage, c'est vraiment de dire, ben on reste à un endroit pendant, comme une semaine ou 2 semaines, sans bouger, sans faire d'activité, juste pour se poser. Mais des fois, on va le planifier, mais comme le besoin arrive peut-être 2 ou 3 semaines avant que cette pause-là soit planifiée. Fait que c'est les 3 semaines où tu aurais aimé la prendre maintenant, puis c'est pas possible. Ben souvent, ces semaines-là pouvaient être plus difficiles. Mais c'est jamais arrivé qu'on dise, ben non, ça va plus du tout, on doit rentrer. OK. Et puis, au niveau santé, vous n'avez pas eu besoin d'avoir recours à un service de santé? Tout le monde a été parfaitement on a été très, très peu malades. En fait, on est plus malades, je pense, depuis qu'on est revenu puis que les enfants sont à l'école avec les gastros puis les rhumes puis tout ça. Il y a 2 fois pendant le voyage où on a eu recours au système de santé. Là, il leur a en fait une plaie qui s'est vraiment
infecté où là, il a ouais. fallu avoir recours à des antibiotiques. Puis Oui. ça nous a fait un petit peu peur. Puis il y a Sébastien qui a fait une réaction allergique alors qu'il n'y avait OK. pas d'allergie connue, mais il a été piqué par un insecte. À Bornéo, on n'a aucune idée quel insecte, mais il s'est mis à enfler. Là, fait qu'il a fallu... heureusement, on avait une épipène avec nous. Oui. Il a fallu se rendre Ah oui, donc vous à la étiez clinique. vraiment complètement équipés. Vous avez pensé à tout avant de partir. Ouais, ben en fait, la raison pour laquelle on avait une épipène, c'est parce que Laurent avait déjà été piqué par une abeille puis avait fait une réaction. OK. Donc, c'était au cas où. Oui. Mais finalement, c'est avec le papa qu'on l'a utilisé. Mais c'est sûr que quand on part dans des pays comme ça, ça. la trousse de premiers soins est bien remplie. On avait des antibiotiques, on avait vraiment tout pour être prêt en cas de pépin de santé. Oui, oui. Puis Edith, moi j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de l'éducation des enfants, c'est-à-dire vous êtes partis 1 an, puis les enfants sont de niveaux scolaires différents. Ça, en amont, quelle préparation que vous avez fait parce que vous avez continué à donner les leçons, les devoirs, etc., pour lorsqu'ils reviennent, qu'ils soient à jour. Mais comment vous avez organisé ça? Ben un peu, j'avais trouvé un site qui aidait en fait les parents pour faire l'école à la maison. Parce qu'il y a quand même plusieurs parents qui font ça, l'école à la maison. Fait qu'on on a beaucoup de ressources qui sont accessibles. Puis on a aussi des cahiers. Les cahiers d'école aujourd'hui sont très bien faits parce que toute la matière est dedans. Donc, il y a moyen de suivre le programme quand même assez facilement en suivant ces cahiers-là. Oui. Donc, il y avait ce site web-là qui fournissait un petit peu les barèmes de dire, OK, bien, à telle date, voici les matières qui devraient être vues. Donc, on a suivi ça pour les 3 là, qui étaient à l'école. Fait que c'était pas facile parce que ça demandait beaucoup d'énergie, mais ça s'est quand même bien fait. OK. Puis pour l'école, est-ce qu'il y avait une routine en particulier? Comment, dans tous ces déplacements, comment c'était fait? Non, il n'y avait pas de routine parce que c'était ça qui était difficile, c'est de ça. dire, ben on n'est jamais dans le même endroit. C'était de trouver aussi, il faut trouver un moment où les enfants ont l'énergie, où les parents ont l'énergie pour être là. Puis bien souvent, donc, on essaie de faire 1 à 2 demi-journées par semaine. Mais quand on trouvait le moment, là, on faisait très intensivement de l'école. Fait qu'on donnait beaucoup de matière plus concentrée. Puis on s'ajustait, là, dépendamment on était où. Là. Parce que faire des devoirs dans le désert, des fois, c'était pas nécessairement évident. Et c'était peut-être parce que les enfants avaient envie de faire aussi à ce moment-là. En fait, c'était rare qu'ils avaient envie de faire de l'école hein, sur le bord de la plage. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est « Ah, ben je vais faire de l'école aujourd'hui. » Ouais. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec Édith Lemay, maman voyageuse. Alors, Édith, les enfants prennent de la maturité, on le sait, chaque année, etc. Les vôtres, pendant cette année-là, ils ont dû en prendre quand même énormément. Est-ce que vous avez fait ce constat? Bien, c'est clair qu'on a fait le constat qu'ils ont énormément changé. Oui. C'est sûr que c'est difficile de dire, mais quelle partie du changement est attribuable au voyage versus comment ils auraient évolué si on était resté à la maison. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'adaptation, on a vu vraiment un changement là, dans le voyage. Déjà, ils étaient très bons de pouvoir les traîner un peu partout. C'est pas des enfants qui sont anxieux, c'est des enfants qui s'adaptent déjà facilement, mais au fur et à mesure que le voyage arrivait, on voyait à quel point arriver à un nouvel endroit, pour eux, c'était comme normal. Puis s'adapter aux différents pays. Ils savaient qu'ils devaient apprendre certains mots pour pouvoir communiquer. Ils savaient qu'ils devaient regarder c'est quoi la monnaie, le taux de change. Ils s'informaient même sur c'est quoi les différentes pratiques culturelles, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ils connaissaient, là, quand on arrivait dans un nouveau pays, un petit peu la liste des choses à apprendre. Là. Oui.
Puis je les ai entendus parler de la nourriture aussi, donc ils n'avaient aucun problème à essayer de nouveaux plats. Ben, ça demande des enfants. Il y a certains plats, n'importe où. S'il y avait des champignons, ils enlevaient les champignons comme à la maison. Mais non, ils étaient très bons pour au moins essayer. Puis, de trouver des trucs qui leur plaisent. Je pense que la partie la plus difficile, c'était peut-être au niveau des épices. Oui. Des trucs très épicés. Très épicés. Puis même pour les adultes, là, notre niveau, ce qui est épicé ici à la maison n'a rien à voir avec la Thaïlande, par exemple. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais on apprend à s'ajuster puis à choisir des plats aussi qui nous plaisent. Oui. Alors, votre fille, l'aînée, aime les chevaux, donc elle expliquait un peu, je l'ai entendu dans une autre entrevue, qu'elle aimait vraiment, puis que ça a été son... Qu'est-ce qu'elle a retenu selon vous? Bien, définitivement, un de ses moments préférés du voyage, c'est quand on est allé en Mongolie, puis qu'elle a pu faire du cheval en Mongolie. C'était extraordinaire parce que c'est des espèces de... Les steppes, c'est des grandes étendues où il n'y a pas d'arbres. Fait que, partir à cheval comme ça, puis d'être capable de galoper, pour elle, c'est vraiment un beau sentiment de liberté. Mm-hmm. Je me rappelle quand elle a descendu du cheval la première fois, là, elle avait vraiment des larmes de bonheur dans ses yeux. C'était, pour une maman, là, c'était un beau moment. Oui, j'en doute pas. Vous avez dit à un moment donné que ce voyage-là, vous l'avez fait aussi pour que vos enfants soient plus résilients. Mm-hmm. Vous avez fait aussi ce constat? Est-ce que vous avez eu les résultats escomptés? Bien, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va plus voir dans le futur. Mais ils ont une super bonne tolérance à l'inconfort, à être capable de surmonter des épreuves ou des moments difficiles en voyage. Ils sont... Ils n'ont pas de problème. Ils savent que ça va être temporaire. Oui. Ils sont capables. Puis on a vraiment travaillé ensemble à dire, bon, ben, OK, là, on n'est pas bien en ce moment. 16 heures d'autobus, il fait chaud, il n'y a pas d'air climatisé, pas de toilette, mais on va se concentrer sur ce qui va bien. Mm-hmm. On est chanceux d'être ici. Il va y avoir une piscine à l'hôtel quand on va arriver. Oui. Donc, tu sais, d'apprendre à regarder, à pas mettre l'emphase sur ce qui fonctionne pas. C'est ça. Et si on regarde juste ce qui fonctionne pas, tu sais, autant dans notre vie que dans le moment présent, si on regarde juste ce qui fonctionne pas, puis si on en parle beaucoup, ben, tu sais, ça devient désagréable pour tout le monde autour. Oui. Puis, ça nous laisse pas d'espace pour trouver des solutions, pour tu sais, comme apprécier le moment présent. Donc, c'est vraiment ça, on a travaillé ça. Donc, la règle, c'est qu'ils ont le droit de chialer une fois. Vous avez le droit de vous plaindre, de dire, OK, je suis pas bien, j'ai soif, j'ai faim. Mais après ça, on regarde qu'est-ce qui fonctionne, puis on se concentre sur le positif. Oui, j'en doute pas. Puis c'était, vous, votre façon, à vous et votre conjoint, de faire en sorte aussi que les enfants apprivoisent aussi la perte de vision qui va venir dans le temps? Oui, en même temps, c'est des enfants. C'est un peu difficile de dire... ils vivent dans l'instant présent. Ils savent, ils sont très bien au courant de ce qui s'en vient, mais quand tu leur demandes, c'est pas quelque chose qui les stresse, parce que pour eux, c'est loin, c'est dans le futur. Donc, ce qu'ils répondent, c'est que en ce moment, ça va bien, je vais en profiter. Puis quand j'aurai des problèmes, ben, je les affronterai, puis je trouverai des solutions à ce moment-là. Oui. Mais ils sont pas comme souvent les adultes à regarder le gros nuage qui s'en vient, puis pas être capable de profiter du soleil qui est là. T'sais, les nuages, s'ils sont loin, ils sont loin. Oui. On est conscient qu'ils sont là, mais dans le quotidien, ils les voient pas. Oui, tout à fait. Donc, ils vivent l'instant présent. Donc, ils devraient, je pense, être des modèles aussi pour des adultes à vivre l'instant présent au lieu de se focusser sur ce qui ne va pas. Donc, j'aimerais aller du côté de votre couple. Lorsqu'on vous regarde en entrevue et puis on vous écoute, vous formez un couple solide et fort. Qu'est-ce qui fait cette force? Ben, tu sais, dès qu'on s'est rencontrés, Sébastien et moi, ça a été, tu sais, quand on parle de l'âme sœur, c'est un concept que je croyais pas vraiment avant de rencontrer Sébastien. Oui. Mais, tu sais, on se comprend vraiment super bien. Oui. On partage les mêmes valeurs. Puis ça, je pense que c'est fondamental dans un couple que les valeurs soient les mêmes. Pas nécessairement les goûts, mais au moins que les valeurs soient les mêmes. Puis c'est sûr que la communication, c'est vraiment d'être capable de communiquer, d'être capable d'exprimer ses besoins, de s'attendre à ce que l'autre
connaissent nos besoins, mais ça fonctionne pas. Il faut vraiment être capable de les exprimer, puis après, c'est d'être capable d'écouter l'autre, puis de trouver un équilibre là, entre les besoins de l'un et de l'autre. Puis cet équilibre, vous l'avez trouvé aussi en voyage avec les enfants, de s'occuper aussi de votre couple, hein, parce qu'il y a tout l'aspect familial qui était très, très présent. C'est clair, mais en même temps, il n'y avait pas, on savait que cette année-là, c'était, on la faisait pour les enfants. Puis c'est sûr que quand on est 6 dans une chambre d'hôtel, quand on est tout le temps 24 heures sur 24, c'est sûr que le couple n'était pas au centre de notre voyage, mais c'était correct. Les deux, on savait dans quoi on s'embarquait. On savait que cette année-là, c'était un projet. Puis quand tu fais un projet ensemble, c'est quand même un beau moment de couple en soi. Fait que d'être capable de profiter de ça. Puis d'être capable aussi de retrouver, les gens disent souvent, mais tu dois prendre des moments pour ton couple, tu dois... Oui, mais chaque petit moment, des moments d'intimité, juste de se faire des blagues, d'être... Quand c'est le bordel que les enfants crient, puis que on est exaspérés, juste d'être capable de trouver de l'humour là-dedans, puis de partager des moments ensemble. Il y a moyen d'avoir cette connexion-là. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre cette connexion-là, de ne pas s'isoler chacun dans sa bulle, mais de garder la connexion. Oui, en effet. Donc, vous êtes celle, Édith, qui s'occupait de tout l'aspect médias sociaux, les écrits et tout ça. Donc, c'était à quel moment vous avez eu le temps de faire? Et puis, j'aimerais savoir aussi, quel équipement vous avez amené aussi pendant ce voyage-là? Écoute, déjà ça, m'occuper des réseaux sociaux. Moi, je suis partie pour faire une petite page pour ma famille et mes amis. J'avais jamais pensé que ça deviendrait aussi gros. Viral, comme on dit. C'est ça. Puis c'était pas l'idée de venir, d'être sur les réseaux sociaux à ce point-là. Mais je suis partie, je faisais ça en général le soir parce que, évidemment, on est dans une chambre d'hôtel la plupart du temps ou dans des guest houses. Donc, à 8 heures, mais on couche les enfants. Fait il fallait trouver à s'occuper. Donc, souvent, c'est ce qu'on faisait. Sébastien faisait de la planification pour les prochaines destinations. Puis moi, en général, je m'occupais des réseaux sociaux. Donc, classer les photos. Mais ça se faisait principalement sur mon téléphone. J'ai écrit tous mes petits textes à 2 doigts, à 2 pouces sur un vieux téléphone en plus. Mais j'avais une caméra. Les photos ont été prises. Pour moi, c'était vraiment important, les photos. Au départ, pas tant pour les médias sociaux, mais pour moi, c'était ma façon, moi, de cristalliser, parce que mes enfants vont perdre la vue, parce que les photos, ils vont être capables de les voir quand même très longtemps. Donc, pour moi, là, c'était important de cristalliser ces moments-là. Fait que j'étais un peu intense sur les photos. J'en ai pris énormément. Mais les souvenirs qu'on a du voyage, je suis tellement contente. C'était beaucoup de travail, mais je suis tellement contente de l'avoir fait. Ah oui. Édith, on parlait justement des médias sociaux, de tout ce que vous avez écrit, les photos et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ça sera en livre, ça sera en documentaire? Avez-vous déjà été approché même en allant jusque-là pour ça? Parce que c'est une fabuleuse histoire quand même. Hein? Oui, honnêtement, oui, j'ai été approchée pour un livre, documentaire, tout ça. Puis pour le moment, c'est des projets, il n'y a rien qui est concrétisé. Il n'y a rien que je peux annoncer encore. Tout à fait, mais c'est sûr que c'est des projets que je regarde. Le livre, particulièrement, je me suis fait demander beaucoup si j'allais écrire un livre. C'est que c'est un projet que j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie, écrire un livre. Mais là, à force de me le faire demander, tout ça, là, je suis en train de regarder sérieusement l'option de le faire. Fait que, oui, probablement là, qu'il va y avoir... on va entendre encore parler de l'histoire, mais sous quelle forme exactement, là, ça reste à déterminer. Tout à fait. Puis est-ce que votre plus grande, est-ce qu'elle écrivait aussi elle-même ou bien elle a gardé plutôt en mémoire ce qu'elle a vu? Elle écrit surtout des poèmes. Elle aimait la poésie. Elle a commencé un journal, mais un journal, souvent, c'est compliqué en voyage de le maintenir. Puis, fait que elle a pris beaucoup de notes. Elle a noté toutes les activités, mais c'était plus de la poésie là, qu'elle écrivait. OK. Donc,
lorsque vous êtes revenu, puis avec tout cet élan, puis nous aussi, on est là-dedans, hein, des médias qui veulent vous entendre parler, tout ça. La famille, comment qu'elle a vécu? C'est quand même être vedette rapidement. Hein? C'était pas fait pour ça, mais... Mais c'est sûr, puis pendant... C'est drôle parce que, tu sais, ça a commencé, les médias ont commencé en septembre peut-être. C'est un peu partout pendant le voyage, mais vraiment en septembre, là, quand il y a eu un article dans CNN, ça a été un peu la folie. Oui. Mais vu qu'on était en voyage, puis qu'on n'était pas sur les... On regardait pas de médias, on n'était pas en contact avec l'entourage, fait qu'on n'en entendait pas. Je faisais plein d'entrevues, mais les enfants en avaient plus ou moins conscience, parce que souvent, je le faisais le soir, tout ça, puis on rencontrait pas les amis en parlaient pas. Fait pendant le voyage, ça allait. Il n'y avait pas trop conscience. Mais c'est sûr qu'avec le retour, ben là, évidemment, les enfants, là, les gens veulent qu'ils fassent des entrevues aussi. Oui. Puis là, il y a la réaction des amis à l'école. Mais ils sont très terre à terre. Eux, c'est plus des trucs qui les disent « Ah, OK, je vais aller la faire », mais ils réalisent pas. Ils réalisent pas souvent l'ampleur. Comme il y a 2 semaines, on était allé faire... l'émission de l'après-midi de Good Morning America qui était comme quelque chose de gros quand même. Ça, oui. Mais pour eux, ça, ou aller faire une autre émission, c'est la même chose. C'est un micro, il n'y a pas de problème. Fait qu'ils réalisent pas, des fois, je pense, l'ampleur que l'histoire a pris, puis c'est correct. Oui. Je veux pas non plus qu'ils le voient trop. Je veux pas que ça les affecte trop. Non, c'est ça. Mais je les ai écoutés. Ils sont bien articulés, puis ils répondent bien aux questions. Donc, c'est comme si c'était dans leur ADN aussi, là, de communiquer. Oui, ma grande m'impressionne vraiment bien sûr. dans sa façon de s'exprimer. Mais elle a toujours une facilité, autant avec l'écriture. Là, elle aime s'exprimer. Mais aussi, les deux, c'est des très, très grands lecteurs. C'est vrai. Donc, on voit l'impact de ces lectures-là. Oui. Vous avez parlé de certains gestes de générosité que vous avez eus. Donc, est-ce que ce voyage-là, pour vous, cette année, a été marqué de plusieurs gestes de générosité que vous avez eus de la part du public ou d'autres personnes? Beaucoup. Ouais. Puis dans tout... toutes ce que j'ai eu du public, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai continué à partager dans les réseaux sociaux beaucoup, puis tout ça, mais tout ce que je recevais, c'était tellement positif. Autant au niveau des commentaires, au niveau... les gens disaient que ça leur faisait du bien, ils partageaient, eux, leur expérience. C'est des gens qui ont la rétinite pigmentaire, qui me partageaient comment eux, ils ont eu une belle vie, puis un peu pour me rassurer, de me dire que ça va bien aller, sois pas inquiète pour tes enfants. D'autres qui disaient que, de voyager, ça les faisait voyager. Fait que ça a été... ça a été beaucoup d'amour que j'ai reçu. Puis après, il y a eu aussi des gens, des compagnies, comme il y a le Hilton qui nous a contactés pour nous offrir des nuitées. On a eu 14 nuitées au total au Hilton. Wow. Il y avait des gens qui nous invitaient chez eux. Il y a un pays, l'Égypte, nous a invités à venir visiter l'Égypte, en Thaïlande aussi. Donc, on a eu plusieurs gens qui nous ont contactés comme ça. Puis, c'était vraiment des gestes... de générosité. C'était pas... Tu sais, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup ça, cet échange-là sur les médias sociaux. Hein, vous avez une belle visibilité, donnez-nous de la visibilité. Puis, nous, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. On n'a pas envie de devenir influenceur. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Mais les gens, ils nous offraient vraiment des trucs comme ça en disant, non, mais on le fait pour vos enfants. Il y a rien, ils ne nous demandaient rien en retour. Exactement. OK. Fait que c'était très beau. Ça. Puis autant des grosses compagnies que des gens qui nous disaient, viens, j'ai une maison en Grèce, tu peux rester chez moi, viens dans mon salon, j'habite en Suisse. Donc, les gens nous invitaient chez eux. Fait que c'était vraiment beau. Puis la planification alors, parce que vous nous avez dit que vous planifiez au fur et à mesure, est-ce qu'il y a des choix qui ont été faits en fonction justement de ces élans de générosité? Très certainement. Comme, par exemple, l'Égypte n'était pas sur notre itinéraire. Puis là, ils nous ont dit, oui, on vous invite. On voudrait vraiment que vos enfants puissent voir l'Égypte. Wow. Puis c'était un souhait de nos enfants de voir les fameuses pyramides. C'est ça. Fait on a même allongé le voyage de 2 semaines pour pouvoir aller faire un petit crochet par l'Égypte. C'était assez extraordinaire comme cadeau. Oui. Puis votre retour,
je veux dire, le voyage aurait été plus long si c'était pas le retour pour justement pour votre fille aînée, pour passer les examens et tout. Mm-hmm. Est-ce que c'est en fonction de ça que vous avez fait prise votre date de retour? Ou... Oui, c'est ce qu'on a décidé de faire. Pendant le voyage, idéalement, on aurait pu... Dans notre itinéraire, en fait, dès le début, on s'est toujours dit on va partir 1 an, puis si ça va bien, si le budget, si on est capable de respecter notre budget, on va essayer de partir 18 mois. Puis évidemment, en partant, comme ça a été décalé à cause de la pandémie, mais là, ça se retrouvait à être la fin du primaire pour ma fille. Okay. Puis on voulait pas qu'elle finisse le primaire comme ça. En plus, les 2 années avant étaient en pleine pandémie. Donc, on voulait vraiment qu'elle puisse avoir un petit moment avec ses amis, dire au revoir à son école, tout ça. Puis aussi, au niveau des notes, là, c'était plus facile qu'elle fasse des examens pour avoir un bulletin là, pour son entrée au secondaire. Donc, on a décidé de revenir pour la dernière session. Puis voilà, puis de repartir pour l'été, pour compléter un peu le voyage. OK. Puis comment ça a été son retour à l'école? Parce que les jeunes devaient l'attendre, ses amis. Ah, bien, ça a super bien été. Puis pour les 4, même pour Laurent, qui était, c'est son entrée en maternelle, lui a commencé la maternelle. C'est vrai, oui, le dernier, oui. Mais les 4 sont arrivés, quelques jours après qu'on soit arrivés, ils ont pris leur sac d'école, sont allés à l'école comme s'ils étaient jamais partis. Puis j'étais impressionnée. Tout ça. Puis Léo, très pragmatique, il me dit, mais oui, mais maman, ça fait 1 an que tout change, qu'on s'adapte tout le temps. Bon, mais s'adapter à l'école, c'est encore plus facile. Fait, c'est incroyable. Ben, il a raison. Puis il y avait aussi toute la joie de retrouver des amis parce que c'est beau de voyager avec les frères et les sœurs, les frères et la sœur, mais ça fait du bien aussi d'avoir un cercle en dehors de la famille. Là, donc, de voir des amis, ils étaient super contents. Oui. De retour avec Édith Lemay, maman voyageuse. Alors, Édith, on a même une question de Mathieu, notre technicien réalisateur, qui demande quel est le moyen de transport que vous avez utilisé en plus de l'avion pour vous déplacer et tout. En fait, on les a tous utilisés, les moyens de transport, autant le train, l'autobus, le taxi, on a loué des voitures, les bateaux, le tuk-tuk. Je pense qu'il n'y a pas un seul moyen de transport qu'on n'a pas utilisé. Mais tu sais, au départ, l'itinéraire qu'on avait tracé, on voulait vraiment essayer de réduire le plus possible le nombre d'avions. Donc, tu sais, le premier itinéraire, l'itinéraire initial, je pense qu'on prenait presque pas d'avion à part pour se rendre en Europe, puis après, ça se faisait tout par la terre. Donc, avec la pandémie, c'était plus possible parce qu'il fallait faire des petits bouts ici et là. Mais on a quand même essayé de réduire le plus possible. Donc, par exemple, en Afrique, on a fait de l'Afrique d'un océan à l'autre par la voie de terre. Donc, on a fait de train, autobus, taxi. Puis, on s'est rendu compte que c'est vraiment comme ça qu'on aimait voyager. Que c'était plus agréable de voir le paysage, de voir, même si c'est plus long en autobus ou en train, mais on voit le paysage, on est plus proche des gens. Le voyage est vraiment plus agréable. Ah oui. Puis, quel est le pays où vous êtes resté le plus longtemps? C'est l'Indonésie. On est resté 2 mois en Indonésie, mais en même temps, l'Indonésie, c'est plusieurs îles. Puis dès qu'on change d'île, c'est presque comme changer de pays, parce que la culture change, souvent la langue va changer aussi, la religion est très différente. Donc, tu sais, les peuples sont très différents d'une île à l'autre. Fait que oui, aujourd'hui, c'est un pays. Fait que c'est le pays où on est resté le plus longtemps en termes de pays, mais sinon, je dirais... la Mongolie aussi, on est resté, vous êtes resté 45 jours en Mongolie. OK, quand même. Donc, le temps de vraiment faire le tour et puis d'intégrer. Puis c'est peut-être là aussi que l'éducation aussi des enfants se faisait peut-être beaucoup plus intensivement.
Ben oui, mais en fait, tous les pays, on essaie de rester un minimum d'1 mois dans un pays. Okay. Parce qu'en bas d'1 mois, ça passe trop vite. Oui, pour vraiment prendre le temps de s'imprégner du pays, on voulait rester 1 mois. Fait que, puis c'était une façon aussi, ça permet de voyager justement plus lentement, puis de profiter du pays, là, sans faire des sauts de puce. Parce que quand on fait des sauts de puce avec un avion, on n'a pas le temps vraiment de se poser dans le pays puis de prendre le pouls du pays. Ouais. Dernièrement, vous avez été invité à New York pour présenter votre histoire au gala de Foundation Fighting Blindness. Comment ça a été cette expérience et puis c'est arrivé comment? En fait, ils nous ont contactés sur les médias sociaux. Ah oui, OK. En fait, tout le monde me contacte sur les médias sociaux. Des fois, des gens... L'Égypte m'a contacté sur les médias sociaux. Oui. Puis, c'est ça, ils cherchaient quelqu'un pour venir parler à ce gala-là. Puis j'étais super... Pour moi, c'est tellement une cause. La Fondation, elle ramasse des sous pour la recherche sur les maladies qui causent la cécité. Fait, bien évidemment, c'est une cause qui est très, très chère à mon cœur. J'étais vraiment honorée de pouvoir aller faire ça. C'était quand même assez stressant parce que j'avais pas encore fait même de présentation dans les classes de mes enfants que déjà, j'allais à New York. C'était en anglais. C'était devant 400 personnes à New York. La marche était quand même assez haute. Donc, c'était assez stressant, mais ça a été extraordinaire. Ça a super bien été. Puis, avec ça, vous, au niveau pour la recherche, avez-vous de l'espoir? Oui. Bien, avoir ça, tu sais, ce gala-là m'a donné de l'espoir. D'avoir autant de gens qui mettent de l'argent, qui financent plein de projets, c'est sûr que ça donne de l'espoir d'être parmi ces gens-là là, qui travaillent fort pour la recherche. Il y a beaucoup de projets qui sont très prometteurs. Ça bouge très, très vite. Fait que oui, il y a de l'espoir. Puis c'est sûr que c'est notre seul espoir que peut-être ils ne perdent pas la vue. Mais en même temps, je ne veux pas mettre... On ne se concentre pas là-dessus. On ne concentre pas nos énergies là-dessus. On se concentre, on accepte ce qui s'en vient. Puis si ça arrive, bien sûr qu'on va être super content. Mais c'est sûr qu'il y a toujours de l'espoir. Exactement. Puis de savoir, comme vous dites, qu'il y a des gens qui mettent de l'argent, il y a des recherches qui se font. Donc, c'est ça. Puis vous, est-ce que vous voyez un peu comme porte-parole par la suite ou... Ben, c'est sûr que c'est une cause qui bon, j'ai pas encore pensé, je suis pas rendue là, je suis pas encore assez posée. On pense pour vous, hein? C'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que c'est une cause qui me tient à cœur. Fait que clairement, là, s'il y a une opportunité, ça me ferait plaisir. OK. Donc là, les entrevues, vous allez aussi donner, sûrement, vous avez déjà donné des conférences et tout ça. Il y a plein de projets sur la table. Mais là, concrètement, pour l'été qui s'en vient, est-ce qu'il y a d'autres projets de voyage? Ben oui, on refait nos valises. Déjà parfait. En fait, c'est ça. Comme j'expliquais, notre voyage dans notre tête n'est pas encore terminé. Donc, pour l'été, on repart en Équateur. On s'en va visiter les îles Galapagos, puis on fait un peu l'Équateur et la Colombie. Donc, on est en train de préparer ça. Donc, on profite de l'été. Puis, tu sais, ma fille ayant 12 ans, c'est probablement les derniers voyages en famille, tu sais, parce qu'avec l'adolescence, on sent que bientôt, voyager avec ses 3 petits frères, ça va être moins intéressant dans ses projets. C'est ça, oui. Donc, c'est ça, on va compléter le voyage cet été. Avec l'Équateur. Ouais. Et puis, c'est ça, puis je pense que votre fille s'en va aussi en secondaire, là aussi. Donc, ça sera peut-être plus difficile de se déplacer. Bien, c'est sûr que là, avec le secondaire, ça va être plus difficile de partir. Puis aussi, Sébastien et moi, si on recommence à travailler, mais ça sera plus... là, on a pris une longue pause mais là, on va retourner dans un quotidien, dans la routine en septembre. Dans vos activités professionnelles aussi. Alors, Edith, c'est sûr que votre histoire est inspirante, elle va en inspirer encore d'autres. Vous savez que vous êtes dans une émission Vivement les femmes, et j'aime toujours demander, avez-vous été inspirée par des femmes? Mais c'est sûr que moi, ma grande inspiration dans ma vie, c'est ma mère. Oui. Ma mère qui est vraiment inspirante. Qui, elle aussi a eu 4 enfants. Puis qui a toujours mené plusieurs projets de fond, mais en mettant beaucoup les gens autour d'elle de l'avant. Donc, c'est une personne qui est vraiment dévouée aux gens. Comme même à sa retraite,
Elle était retraitée, elle a travaillé dans le milieu de la santé toute sa vie. Puis là, à la retraite, pendant la pandémie, elle est retournée travailler pour aider avec la vaccination. Okay. Elle est vraiment toujours à penser aux autres, puis à faire plein de projets en même temps. Puis elle réussit tout ce qu'elle entreprend vraiment faire. La barre est très haute. Ben oui. Alors, comme on dit, le fruit n'est pas tombé non plus loin de l'arbre. Alors, Édith, on termine l'émission. Vous avez sûrement appris des mots dans d'autres langues. Alors, dites-nous un mot dans une langue apprise. Ben, il y avait le mot en swahili, il y avait Nzuri, qui voulait dire, quand on disait jambo, on disait Nzuri, ça va bien. C'était une façon de répondre. Oui. Mais que moi, je mélangeais tout le temps avec le mot banane, qui est très proche, qui est Ndizi. Oui. Donc, c'est Nzuri et Ndizi, puis pour une raison, j'étais incapable de me rappeler lequel tel quel. Alors, plein de fois, les gens m'ont demandé « ça va bien ?» et je répondais avec beaucoup d'enthousiasme « Ndizi ». Je répondais « banane ». Alors, les auditeurs et auditrices ne nous tiendront pas compte pour ça. Merci, c'était une belle note d'humour. Alors, Édith, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Puis, je le disais, votre histoire va vraiment inspirer les gens. Puis, personnellement, je pense que ça stimule notre humanité. Donc, merci beaucoup pour cela. Alors, je rappelle que mes invités sont Édith Lemay, maman voyageuse, et en première de l'émission, nous avons eu Denise Trépanier, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne un rendez-vous la semaine prochaine.